Hop. Et vous donner les idées un peu, des idées de comment on implémente justement ce type d'objet. OK, prochaine slide. Pardon, c'est un peu, ça va être un peu antipathique. Alors, je vous rappelle les calculs distribués. Essentiellement, nous avons plusieurs entités des calculs qu'on appelle processus et qu'ils doivent coopérer pour implémenter une tâche commune. On a vu dans l'exposé d'avant, par exemple, un problème classique, c'est l'élection d'un leader. Mais du coup, pour arriver à accomplir cette tâche partagée, ils doivent pour coopérer, ils sont censés communiquer et les objets partagés, justement, donnent une abstraction pour leur permettre de communiquer de manière cohérente. Prochaine slide. Et on a plusieurs objets partagés. Les plus simples sont sans doute les registres, ce sont comme des mots mémoire dans lesquels on peut écrire et lire. Mais on a aussi des compteurs, justement, c'est dont je parlerai dans cet exposé. Il y a des objets qui sont un peu classiques, comme les compteurs, les fils, les ensembles, et des objets qui sont un peu plus liés à vraiment l'algorithmique distribuée, comme les snapshots, qui permet essentiellement de prendre une photo de la mémoire à un moment donné du calcul. OK. Et chaque objet est partagé, chaque objet en soi a un état et un ensemble des opérations pour manipuler cet état, pour le changer ou pour le lire. Et nous avons un ensemble justement de processus qui eux-mêmes sont séquentiels, ça veut dire ils font une opération à la fois, mais ils opèrent sur l'objet de manière concurrente. Et pourquoi, dans cet exposé, on s'intéresse au compteur, qui est un objet très utilisé. Par exemple, je vais vous présenter essentiellement qu'est-ce que fait ces compteurs, mais c'est utilisé ou bien pour donner des timestamps au processus et donc définir un ordre dans lequel ils peuvent appliquer des opérations. Par exemple, c'est utilisé dans l'algorithme d'exclusion mutuelle de l'import pour vous donner justement des tickets, les becqueries, comme dans la boulangerie, ou bien parce qu'on a envie de compter combien d'événements ont été faits, combien de processus ont fait un certain pas de calcul, etc. Du coup, c'est un objet plutôt fondamental et on va parler justement des compteurs. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, la spécification séquentielle, si on est dans les mondes séquentiels, qu'est-ce que c'est un compteur est plutôt clair. Je pense qu'on a son état, c'est un entier positif, initialement à 0, et on peut faire deux opérations sur cet objet, c'est l'incrémenter ou les liens. Quand l'incrémente, justement, j'ajoute 1 à la valeur courante, et quand on lit, et essentiellement, on va retourner la valeur qui correspond à combien de incrémentations ont été faites avant la lecture. Il y a, vous voyez, une notion de temps et l'effet qu'on peut définir de manière non ambiguë, qu'est-ce que ça veut dire avant que je fasse cette lecture. Et ça, c'est bon dans les contextes séquentiels parce qu'on a un seul processus essentiellement qui fait, les opérations sont faites une après l'autre. OK ? Du coup, ça, je vous donne un exemple d'une exécution séquentielle où on fait plusieurs opérations sur les compteurs et les résultats qui retournent à chaque lecture dans cette exécution. OK, prochaine slide. Par contre, quand on se trouve dans un contexte concurrent, ça veut dire l'objet compteur est partagé par plusieurs processus, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les opérations sont faites de manière concurrente et ça devient moins naturel de définir qu'est-ce que ça veut dire une réponse correcte. Et en particulier parce qu'on ne pourrait jamais avoir cet état entre deux opérations. On peut avoir des exécutions dans lesquelles les opérations se chevauchent tous les temps. Okay. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans cette conclusion que vous voyez la différence, l'effet est concurrent parce qu'on a plusieurs processus qui s'exécutent et chaque opération qui est représentée par un intervalle, essentiellement, chevauche d'autres intervalles. On peut être aussi séquentiel, comme dans les cas du rose.
Et prochaine slide. Du coup, la première étape est de dire comment on définit qu'est-ce que c'est un compteur correct. Alors, on a besoin de préciser deux propriétés. La première, c'est ce qu'on appelle généralement la safety et que ça nous définit, nous formalise essentiellement quels sont des résultats qu'on considère être raisonnables. Par exemple, si on regarde l'exécution jusqu'à côté, où on a ces fameux trois processus, il y en a deux qui demandent d'incrémenter les compteurs et il y a un troisième qui demande de lire les compteurs. En sachant que la valeur initiale du compteur est 0, quels sont les résultats qu'on s'entend par cette lecture? Est-ce qu'il a vu une incrémentation, 0 incrémentation ou 2 incrémentations? Eh bien, les trois résultats sont considérés corrects, peuvent être considérés effectivement corrects vu que la lecture se chevauche. Mais je vais vous formaliser, il y a plusieurs critères de cohérence qui formalise ce qui est la propriété de safety. C'est qu'on va voir dans cet exposé, c'est celui qui est le plus utilisé, les plus forts, c'est la linearizability que je vais vous présenter tout à l'heure et qui est le plus utilisé justement parce que essentiellement donne l'illusion que l'objet est un objet séquentiel, que les opérations sont faites vraiment une à la fois et une après l'autre. Du coup, ça, c'est les côtés safety, mais on a besoin aussi d'une autre propriété qui est la liveness, parce que justement, c'est un processus fait une opération, mais cette opération ne termine jamais, ne rend pas un résultat, et bien, essentiellement, on a la safety de manière triviale. Si on ne retourne pas, et bien, justement, on n'a pas à dire quel est le résultat correct à retourner. Du coup, on a ajouté une propriété de Leibniz qui donne essentiellement du progrès et ça nous définit, il y a plusieurs propriétés qui sont définies et qui nous définissent essentiellement dans quelles conditions chaque opération doit retourner. Et en sachant que dans les modèles dans lesquels on va se mettre, les processus peuvent tomber en panne, peuvent arrêter de calculer. OK. Alors, OK. Alors, dans cet exposé, je vous présente, dans ces papiers, dans ces résultats, on s'est intéressé aux compteurs linéarisables et weight-free. Pardon, certains mots sont un peu compliqués à traduire en français, du coup, on les laisse en anglais. Et comme je vous disais, la linearizability donne l'illusion que les opérations sont en fait l'une après l'autre. Je vous donnerai dans le slide qui suit une définition un peu plus formelle. Et l'intérêt de ces critères, c'est déjà l'effet qu'on peut utiliser ces objets pour implémenter des objets plus complexes ou pour faire résoudre des tâches sans se soucier du fait qu'effectivement, les accès à l'objet sont concurrents. Et l'autre propriété qui est intéressante, c'est que la composabilité. Ça veut dire que si j'ai deux objets linéarisables qui ont été implémentés de manière indépendante, je vais les utiliser pour les deux pour créer mon algorithme distribué, et ben, je sais que les comportements globaux de ces objets sera lui aussi linéarisable. Et d'un point de vue de Leibniz, on se met dans la condition des progrès qui est la plus forte. Ça veut dire on veut que toute opération puisse rendre un résultat, toute opération faite par un processus correct, un processus qui ne tombe pas en panne, puisse retourner un résultat, n'importe quel est le comportement des autres. Essentiellement, on ne veut pas que si un processus tombe en panne, un autre processus ne soit pas en mesure de terminer ses opérations sur les compteurs. Et même chose, parce qu'il y a plusieurs propriétés, il y a tout un tas de critères, tout un tas de propriétés de Leibniz qui ont été proposées. Ici, c'est vraiment un progrès local, ça veut dire chaque processus doit être en mesure d'avancer dans son calcul, indépendamment de ce qu'ils font les autres. D'autres propriétés plus faibles, essentiellement,
permettent, selon les progrès globaux, par exemple, au moins un des processus doit être en mesure déterminée, et puis ensuite. OK. Par contre, on reste fixe bien, on est dans la linéarisabilité et dans le weight freedom. Ce sont les deux propriétés qu'on choisit pour notre compteur. Prochain slide, s'il vous plaît. OK, voyons qu'est-ce que ça veut dire un compteur linéarisable. Essentiellement, on a une exécution concurrente, comme celle-ci, et on dit que l'exécution est correcte si on peut la réduire à une exécution séquentielle équivalente. Essentiellement, c'est de dire, je regarde, j'ai mon exécution, je regarde à la fin des temps, et je prends toutes les opérations qui ont été faites. Est-ce qu'il y a une manière de les réarranger et les mettre en séquence tout en respectant les temps réels? Ça veut dire que si une opération commence après qu'une autre est terminée, comme dans les cas du violet, du Foucha, la lecture commence après que l'incrémentation est terminée. Du coup, il faut respecter cette relation d'ordre dans notre séquence. Est-ce que dans la séquence que j'obtiens, les résultats que j'obtiens, j'aurais pu les obtenir dans une exécution réellement séquentielle qui respecte justement la spécification séquentielle de l'objet? Eh bien, notre manière de dire, c'est de regarder cette exécution. Chaque opération est un intervalle, ça prend du temps entre l'invocation et le temps qui revient les résultats. Eh bien, est-ce que je peux réduire une opération et la mettre dans un point, la projeter sur l'axe temporel et obtenir du coup une séquence qui me donne une exécution séquentielle correcte? Et dans ces cas-là, par exemple, vous voyez, la lecture du processus jaune peut retourner 2 et ça serait correct. Ça serait un compteur linéarisable permet que ça retourne 2. Mais s'il retourne 1 aussi, ça serait correct. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs exécutions possibles qui sont linéarisables. Pour plusieurs résultats possibles qui rendent les exécutions linéarisables. OK. Vous pouvez m'arrêter si ce n'est pas clair. Hein? Ça, c'est important à comprendre les propriétés pour après voir comment on les implémente. OK. Du coup, essentiellement, on part de cette exécution concurrente, OK, où il y a ces 3 processus qui font des incrémentations de lecture et vous voyez pour chaque processus, c'est une séquence d'opérations. Chaque processus est séquentiel. Et on transforme celle-ci dans une exécution S séquentielle équivalente et on regarde, voilà, est-ce que ça respecte les temps réels? Oui, parce que l'incrémentation du bleu vient avant celle du rose et la lecture du rose vient après toutes les autres opérations avec sa valeur retournée. Et bon, celle qui est concurrente, je peux la mettre où je veux essentiellement. Mais avant la lecture du rose. Eh bien, on a obtenu cette séquence, cette exécution séquentielle qui est tout à fait acceptable. C'est-à-dire, on correspond à la spécification séquentielle du compteur. OK, prochaine. OK. Et on étudie la complexité. On s'est intéressé à la complexité des implémentations linéarisables et weight-free des compteurs. Et dans un modèle à mémoire partagée classique. Prochaine slide. Alors, quels sont les modèles? Nous avons N processus asynchrones. Ça veut dire que je ne sais pas combien de temps ça prend pour un processus pour faire les prochains pas des calculs, exécuter sa prochaine ligne de son algo. Et je ne sais pas, et les processus, justement, les temps qui passent entre 2 pas des calculs faits par un processus, par exemple le bleu, n'est pas forcément les mêmes temps qui passent pour les temps entre 2 pas des calculs faits par un autre processus, par exemple les roses. Je n'ai pas des bornes, je ne sais pas trop combien de temps il y a entre ces pas des calculs.
On considère que tous les processus ont des identifiants uniques. On a 1, 2, jusqu'à n, parce qu'on a n processus, et ils peuvent tomber en panne. Ça veut dire qu'un processus, il est en train d'exécuter son algorithme et à un moment donné, pourrait s'arrêter. Mais quand il s'arrête, il ne fait plus rien. Il s'arrête et c'est tout. OK? Il ne participe plus. Et on a des objets de base pour les faire communiquer. Et à partir de ceci, on va construire un objet plus complexe qui est le compteur. Essentiellement, les processus peuvent communiquer en faisant des lectures et d'écritures sur des mots mémoire qui sont appelés registres. Okay? Et tout simplement, quand j'écris une valeur, eh bien, cette valeur écrase la valeur précédente dans les registres. Et quand je lis la valeur, je retourne la dernière valeur écrite. Une petite remarque aussi, ces registres sont des objets partagés et du coup sont eux-mêmes linéarisables. Mais on verra qu'on ne va pas trop se poser la question. On les utilise comme si effectivement ils étaient séquentiels, justement parce que c'est grâce aux critères de linéarisabilité. OK. Une petite remarque, vu qu'on veut le with freedom, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait un processus qui tombe en panne, empêche les autres d'avancer, on ne va pas utiliser des verrous pour garantir que les choses apparaissent comme si on était dans un système séquentiel. Essentiellement, on ne va pas utiliser des verrous pour synchroniser les accès des différents processus. OK? Alors, qu'est-ce que c'est une implémentation d'un compteur? C'est très proche, effectivement, aux structures des données dans les contextes séquentiels. On doit définir, représenter l'état du compteur à l'aide des objets qui nous fournit notre système, ça veut dire nos registres, que je représente en rouge, et on doit écrire les algorithmes que les processus doivent exécuter pour quand ils doivent faire un incrément ou une lecture sur les compteurs. Okay? Du coup, je vous représente avec ces boîtes. On a que les boîtes rouges sont notre registre. Du coup, les lectures et écritures tout simples qui sont données gratuitement par les modèles. Okay. Et on utilise ces boîtes rouges qui sont non pas des calculs. Une boîte rouge, je représente dans mon dessin ou bien l'écriture d'une valeur dans un registre ou bien la lecture de la valeur du registre, okay, d'un registre donné, mais c'est toujours d'un seul registre. Et du coup, l'incrément et la lecture, l'incrémentation et la lecture sont tout simplement des fonctions, des algorithmes, une séquence des pas des calculs, où chaque pas des calculs, ça peut être ou bien local au processus, ou bien l'application d'une lecture ou d'une écriture sur la mémoire partagée qui est composée par ces registres rouges. Prochaine slide, s'il te plaît. OK. Et qu'est-ce que c'est la complexité? Eh bien, on va compter justement les boîtes rouges. Ça veut dire un pas des calculs. On ne s'intéresse pas à ces qui sont les pas locaux à un processus, on s'intéresse à l'application de primitives sur les registres, combien de lectures et écritures on fait sur la mémoire partagée. Et du coup, pour chaque opération, on compte combien de boîtes rouges il me faut pour exécuter cette opération. Et quand on parle de complexité dans les pires des cas, ça veut dire je considère toutes les exécutions possibles et dans toutes ces exécutions possibles, quel est le plus grand nombre de boîtes rouges pour une opération donnée. Ça veut dire combien des opérations je les registre et dans les pires des cas, je dois exécuter pour faire ou bien une lecture ou bien une incrémentation sur les compteurs. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça existe, qu'est-ce que ça existait et quelle est la question qu'on s'est posée. Alors, on sait qu'on peut implémenter un compteur atomique linéarisable et weight free en utilisant que des registres
et en faisant, dans les pires des cas, pas des calculs. Ok, ça, c'est un algorithme qui était donné dans les années 94. Et après, quelques ans après, ça a été montré qu'effectivement, on ne pouvait pas faire mieux que ça dans les pires des cas. Et grâce à c'est un Giant et al. Qui ont montré une lower bound qui c'est plus large que celle, c'est-à-dire c'est pas que pour les compteurs, c'est pour une large classe d'objets partagés. Et plusieurs années après, effectivement, ASP.NET et Sensoril ont montré qu'on pouvait avoir une complexité polylogarithmique. En gros, on pouvait, je ne sais pas en français, bit de lower bound, on pouvait dépasser cette lower bound si on limitait le nombre d'opérations qu'on faisait sur l'objet. Essentiellement, si on limite le nombre d'incrémentations, dans ces cas, c'était d'incrémentation qu'on fait sur les compteurs, on peut avoir une complexité polylogarithmique dans le nombre de processus. Et par exemple, il donne aussi, ASP.NET et al. Ont donné l'algorithme correspondant. Et en particulier, ici, si V, pour un nombre d'incrémentation qui reste polynomial dans le nombre de processus, eh bien, on peut avoir une complexité polylogarithmique. Mais ça n'empêche que tous les algorithmes qui existaient avant qu'on regarde, essentiellement, avaient une complexité amortie qui était en oméga n pour toute... si on passe à des exécutions qui ont une longueur arbitraire, ça veut dire qu'on peut appliquer n'importe quel nombre d'opérations sur l'objet. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux? C'est-à-dire, si on se met si on limite pas les nombres d'opérations sur l'objet, on sait que dans les pires des cas, on est en linéaire. Mais est-ce que si on ne limite pas les nombres d'opérations, au moins on amortit, on peut faire mieux que linéaire dans les nombres de processus. Prochaine slide. Eh bien, on a répondu de manière positive et on a présenté les premiers compteurs weight-free et linéarisables qui utilisent seulement des registres et qui a une complexité amortie polylogarithmique. Et en particulier, quand je parle de complexité amortie, ça veut dire je prends toutes les exécutions possibles. Et dans chaque exécution, c'est-à-dire je me mets dans la pire des exécutions telles que je compte toutes les boîtes rouges faites par toutes les opérations incrémentérides, okay, pour exécuter toutes les incrémentations et toutes les lectures dans l'exécution. Je somme toutes les boîtes rouges nécessaires, tous les accès au registre, et je divise par les nombres d'opérations de haut niveau, les incrémentations et les lectures faites. Ça, c'est comment on compte. Et voilà, dans la suite de mon exposé, je vais vous présenter justement l'algorithme, mais avant, je dois vous présenter, parce que ça s'inspire largement à celui de ASP.NET et al. Dans les cas du compteur borné. OK, prochain slide. Alors, comme je vous disais, notre compteur linéarisable et weight-free prend pas mal d'idées, se base essentiellement sur la construction, les techniques de ASP.NET et al. Et il va remplacer un objet qui est utilisé dans cette construction qui s'appelle un max register. Okay, je vais vous présenter essentiellement l'algorithme. On prend cet algorithme qui a une complexité polylogarithmique dans le pire des cas quand on borne le nombre d'incrémentations faites sur les compteurs. On remplace un objet de base qu'il utilise et qui est construit lui-même en utilisant des registres.
et on arrive à notre construction. Et du coup, dans l'exposé, essentiellement dans la présentation de l'algorithme, il y a 3 niveaux d'abstraction. On a les registres, qui sont ces fameuses boîtes rouges, qui sont les objets de base, les objets partagés donnés par les systèmes, du coup, qui me donnent les opérations d'écriture et lecture. À partir de ceci, on les utilise pour obtenir, implémenter un autre objet qui nous donne des propriétés essentiellement souhaitables pour après simplifier l'implémentation du compteur. Et du coup, c'est la boîte marron qui est construite en utilisant des boîtes rouges. Et après, on utilise les boîtes marron et les boîtes rouges pour construire notre compteur et du coup pour implémenter les opérations increment et read. Okay, prochaine slide. Alors, du coup, je vous présente le Maxi Register qui est tout simple. Ça a été aussi introduit par Aspney, Satya et Sensoril et c'est un peu comme un registre. La seule différence, c'est que la lecture, qui mettons s'appelle read max et pas read tout court, ne retourne pas la dernière valeur écrite, mais retourne la plus grande valeur écrite. Par exemple, si vous regardez dans cette exécution séquentielle, et on a l'écriture du 3, l'écriture du 2, et si c'était un registre tout court, la lecture aurait dû retourner les deux, mais c'est un registre, un max register, du coup, étant la plus grande valeur, il va retourner la valeur 3. Et ils ont montré essentiellement qu'on peut implémenter, en utilisant des registres, on peut implémenter cette max register avec une complexité qui est dans les pires de cas et a été entre les mines log V et N, où V est la valeur du registre et N est le nombre de processus, toujours. OK, prochaine slide. Voilà. Oups. Et là, on peut voir l'idée de du compteur. Je vous montre comment il a implémenté un compteur en utilisant ces max register. Essentiellement, les compteurs est représenté avec un arbre où chaque processus a sa feuille. Okay, et après, essentiellement, quand un processus va faire une incrémentation, il va tout simplement incrémenter sa feuille. Et après, il doit propager son incrémentation jusqu'à la racine. Et ce qu'il va faire, ces fameuses boîtes marron sont toujours mes max register. Hein. Ce qu'il va faire, supposons que les processus P1, bon là c'est un peu plus compliqué, j'avais une animation, les processus P1 va faire une incrémentation sur les compteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord incrémenter, ajouter 1 à sa feuille, qui est tout court un registre. Et après, il va lire la valeur du registre de la feuille P2. Il va faire la somme, essentiellement, à fur et à mesure qu'il remonte vers la racine, il accumule toutes les incrémentations qu'il voit et qui sont faites par les autres, et il écrit la somme de la valeur qu'il trouve dans les sommets pairs. Et du coup, ici, il va lire la valeur de P2 et il va faire la somme entre sa valeur et la valeur qui est le nombre d'incrémentations faites par P2 et il va l'écrire dans le max register qui est les paires de ces deux feuilles. Et puis ensuite, à chaque niveau, il va lire essentiellement la valeur qui est écrite dans le frère du sommet courant. Il va faire la somme des valeurs qu'il a lues et il va écrire cette valeur dans les paires des deux sommets, essentiellement en remontant sur le chemin vers la racine jusqu'à quand il arrive à la racine. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir un max register plutôt qu'un des registres tout court? Eh bien, justement pour la synchronie, parce que potentiellement, supposons que P1 fait son incrémentation et P2 n'a pas encore fait son incrémentation, P1 va essentiellement lire la valeur des P2
et il va dire, bon, au total, je dois propager seulement mon incrémentation, qui est 1. Et avant d'arriver à écrire sur les paires, là, vous ne pouvez même pas voir ma souris, c'est un peu moche. Bon, sur les paires, les premiers S1 plus S2, il s'endort. Il est en train à cause de la synchronie, il s'endort pour quelques raisons. Et il est prêt, par contre, à écrire la valeur 1 sur les registres. Qui est P2 maintenant se réveille, il fait son incrémentation, il va lire la feuille de P1 et il voit qu'effectivement P1 a fait une incrémentation. Et lui, du coup, il fait la somme, il va propager l'effet qu'on a, il va écrire, il est plus rapide, P1 encore en train de dormir à cause de la synchronie, il va écrire 2 sur cette boîte orange-marron, et après, il va continuer. Maintenant, s'il était un registre tout court, quand P1 se réveille et écrit sur cette boîte marron, eh bien, la valeur 2 est perdue. Parce que ce serait la dernière valeur écrite qui est récupérée et que c'est justement la valeur écrite par P1 qui était 1. Par contre, le fait que c'est un max register, ça nous aide à ne pas penser à cette question d'asynchronie. On sait que même si P1 se réveille plus tard, il va écrire la valeur 1, peu importe, c'est la valeur 2 qui sera lue par les accès suivants. OK. Du coup, ça, c'est la raison pour laquelle ils ont introduit ce max register qui va aider à simplifier la construction et qui en plus a la bonne complexité. Voilà. Du coup, l'idée est tout simplement, chacun écrit sur sa feuille et après propage à fur et à mesure les incrémentations en ramassant les incrémentations des autres dès qu'on remonte vers les racines. Et la lecture, quand je vais lire les compteurs, tout simplement, je vais lire les racines de l'arbre et je récupère la somme de toutes les incrémentations qui ont été propagées. Voilà, ça par contre, c'est l'algorithme d'où on part. Et ce qu'on va faire, notre changement, essentiellement, on considère la même construction. Pour nous, les compteurs, c'est toujours cet arbre. La seule chose qui change, c'est qu'on va changer les boîtes, l'implémentation de la boîte orange pour obtenir l'effet de pouvoir écrire n'importe quelle valeur, mais en gardant une bonne complexité amortie. OK, c'est bon. On peut y aller. Voilà, merci. Non, celle d'avant. Vite fait. Eh bien, justement, si on regarde essentiellement la complexité, avant de passer à une autre complexité, on va voir la complexité, un peu l'idée, c'est simple, voir la complexité de la lecture est simple parce que c'est tout simplement une lecture sur un max register. Du coup, justement, la complexité de la lecture sur ce max register qui est les mines entre log de V et N, OK? Et l'incrémentation, tout simplement, à chaque niveau de l'arbre, je n'ai pas grand-chose à faire. Je fais un nombre constant d'opérations de lecture et écriture. Je fais 2 lectures et une écriture sur un max register. Mais par contre, je dois grimper jusqu'à la racine et ça me donne, essentiellement, je dois passer log n niveau pour arriver à propager la valeur courante du compteur quand je fais mon incrémentation, avant de définir. Et du coup, l'incrémentation dans l'aire construction coûte un min de log n log v, où v c'est toujours cette valeur, la valeur courante du compteur, et n est le nombre de processus, et la lecture est min entre log v et n. Prochaine slide. OK. Du coup, on part de ceci et pour améliorer notre boîte, on se base sur l'observation suivante. Effectivement, on veut pas, c'est-à-dire on veut essayer la chose qui nous intéresse, c'est d'améliorer cette boîte pour après l'utiliser dans les compteurs. Du coup, si on regarde les compteurs, n'importe quelle boîte orange on considère, on sait que la valeur qui sera écrite à un moment donné ne sera jamais plus grande de la valeur courante plus n, parce que à un moment donné, j'ai n processus, je ne peux pas avoir plus que n incrémentation en cours de route. Okay. Du coup, ça peut pas je peux pas ajouter plus qu'n à la valeur courante.
Et ça, effectivement, c'est une hypothèse. On va faire cette hypothèse sur les écritures qui seront faites sur nos max register pour arriver à la bonne complexité. OK. Bon, c'est là, tout est clair. Je vais vous présenter l'algorithme qu'on a conçu pour implémenter cette nouvelle boîte rouge, qui est une boîte rouge, pardon, boîte orange, qui est les max register avec une complexité amortie polylogarithmique pour toute exécution, c'est-à-dire sans borner la valeur qu'on peut y écrire. Voilà, bon, j'avais déjà dit. OK. Je vous présente d'abord, je ne sais plus combien de temps il reste, mais bon, je vous présente d'abord une version simplifiée avec, ça veut dire les safety et bien la linearizability, mais je présente une version qui a une propriété de levelness plus faible, comme je vous disais. Ça veut dire ce qu'on appelle log-free, mais ne pas weight-free. Parce que dans cette version, je vous présente essentiellement les écritures, les incrémentations, les écritures sur les max register terminent toujours, mais les lectures sur les max register pourraient ne pas terminer. Et après, je vous dis qu'est-ce qu'il faut ajouter. C'est un mécanisme classique qui s'appelle helping. Quels sont les mécanismes ajoutés pour permettre aussi aux lectures déterminées indépendamment de ceux qui font les autres processus et indépendamment des écritures et des lectures des autres. Okay. Du coup, là, l'objet qu'on doit implémenter, c'est justement ce max register. Du coup, les opérations sont write max, écrire une valeur dans un registre, et read max, lire la plus grande valeur écrite, en sachant que aussi ce max register, quand je dis la plus grande valeur écrite, on est toujours dans les contextes de la linearizability. OK. Voilà, alors, comment on va faire? Comment on représente l'état de notre max register? Eh bien, on utilise un nombre infini de max register mais borné. Ça veut dire chaque max register a chaque de ces petites boîtes oranges. Je peux l'utiliser pour écrire la valeur entre 0 et m-1 pour un m fixé a priori. Okay. Et après, j'utilise des registres tout court. Les switches sont essentiellement notre boîte rouge qui doivent contenir ces 1 bit 0 ou 1 pour dire est-ce que j'ai accédé à cet objet de base ou pas. Et en particulier, on utilise, vous voyez, on peut les numéroter. On a un tableau infini, si vous voulez, de ce max register borné, où chacun, comme je vous disais, peut contenir la valeur entre 0 et m-1. Et on utilise l'indice, la position de ce max register pour coder un certain intervalle des valeurs. En particulier, les max, celui qui se trouve à la position J, en partant des 0, me permet de coder la valeur M fois J et M fois J plus 1 moins 1. Okay, du coup, les premiers, les max, si je vais écrire la valeur entre 0 et M-1, essentiellement, je vais accéder au max 0. Mais si je vais écrire les valeurs entre M et 2M-1, je dois écrire dans max 1 et puis ensuite. OK. Et après, voilà, comme je vous disais, j'ai ces 1 bit register qui s'appellent les switches, qui sont associés au correspondant max register borné et qui ça nous donne l'information est-ce que la valeur qui est écrite dans ce max register borné est devenue obsolète. Est-ce qu'essentiellement, si c'est 0, c'est non? Si c'est oui, ça veut dire que c'est devenu obsolète. Quelqu'un a écrit une valeur plus grande que celle qui est censée représenter dans le système. OK, prochaine. Alors, voyons comment on va faire. Quand je dois faire le write max, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai quelqu'un qui veut faire une opération write max sous les registres. Là, attention, c'est parce qu'on a des registres, c'est le même objet, mais celui qu'on utilise
est borné dans la valeur, celui qu'on veut construire n'est pas borné dans la valeur. Alors, quand je vais faire le write max d'une valeur V, tout simplement, je calcule je vais écrire les modulos de ceci par M, modulo M, et je vais l'écrire dans les JM. Je me suis en train de mélanger. Si j'ai la valeur V égale JM plus V', je vais écrire la valeur V' dans les max register J. OK. Et après, on va, vu qu'on a écrit une valeur qui est plus grande de celle continue jusqu'au max register J-1, on va mettre à 1 les switch en position J-1 pour dire justement que ce max register, celui qui précède, devient obsolète. La prochaine. OK. Et quand je vais lire, après je vais vous détailler un petit peu, ça c'est tout simplement l'idée, essentiellement. Et quand je vais lire, je vais parcourir tous les switches jusqu'à quand je trouve un max register qui n'est pas obsolète, dont les switches n'est pas à 1. Je fais mon read max sur l'objet de base borné. Je récupère la valeur, mais par contre, après, je dois la reconstruire en utilisant la position du registre borné que j'ai lu. Okay? Du coup, si je lis V' dans le max register max J, eh bien, la valeur qui effectivement doit être lue, ça doit être J fois M place V'. OK, prochaine. Alors, j'aurais besoin de l'animation, c'est pas grave. Alors, je vais faire les write. Ça, c'est l'algorithme, sans tous les détails, un peu seulement avec les instructions essentielles. Quelqu'un, un processus I, veut faire le write max de la valeur V sur les registres non bornés. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que comme je vous avais dit, on va faire V modulo M pour calculer la valeur V'. Et je vais calculer aussi dans quel max register borné je dois aller écrire cette valeur V'. Et prochaine étape. Et après, on regarde. Si les switches correspondants de cet objet est à 0, ça veut dire que potentiellement, je suis en train d'écrire, ça veut dire qu'il n'existe pas une valeur plus grande dans les systèmes. Et du coup, je vais faire l'écriture. Je fais l'écriture. Prochaine étape. OK. Et les last, et je vais faire du coup un write max sur ces max register J. OK, on a essentiellement changé la nouvelle valeur. Ça peut être aussi qu'il y avait déjà quelque chose d'écrit dans les VJ, dans les max register J. Mais grâce aux propriétés du write max, je sais que si par hasard j'écris quelque chose de plus petit, ça ne va pas écraser ce qu'il y avait avant. Et sinon, si j'écris quelque chose de plus grand, la prochaine lecture va récupérer de la nouvelle valeur. Et du coup, la nouvelle valeur, ça sera J fois M plus les max entre ce qui était la valeur avant que j'ai fait les write max et celle que je viens de faire. Prochaine étape. OK. Et là, du coup, l'a écrit. Et encore une étape. Ah, pardon. Et là, si vous regardez, essentiellement, les switches d'avant, c'était à 1. Du coup, quelqu'un l'avait déjà rendu obsolète. Si par contre, on n'est pas les cas, vous voyez, je l'ai mis en rouge, eh bien, si ce n'est pas les cas, ça veut dire que je suis essentiellement les premiers qui est en train de créer une valeur plus grande de ce qu'il y avait avant. Et je dois rendre obsolète, à la fin de mon écriture, je dois rendre obsolète les max J-1. Une petite étape. Encore, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Du coup, je mets à 1 les switches J-1, encore une étape. Hop. Et dans ces cas-là, ça veut dire que la valeur
avant que j'écris, essentiellement, c'était J-1 fois M, plus la valeur de ces registres J-1. Et la nouvelle valeur, par contre, est J fois M plus les max. Bon, il n'y avait pas les max de ce qui était contenu. OK, effectivement, c'était 0, celui qu'il y avait avant. Et on utilise CELAS seulement pour, bon, c'est utilisé par les read operations, on verra plus tout à l'heure. OK, prochaine. Ah oui, par contre, si je vais écrire dans les switches J, là, je pense qu'il y a un petit coquille. Pardon, est-ce que tu peux faire encore un pas des... Ah non, un peu de moi. OK. Là, ça termine. Essentiellement, c'est quand je vais faire mon écriture. Ça, c'était... Non, encore un pas, voyons. Pardon. Encore un pas vers... pour avancer, voilà. Essentiellement, ce qui se passe, c'est je vais écrire dans un switch J. Voilà. Et je trouve qu'il est déjà obsolète, eh ben, je ne fais même pas mon écriture. Parce qu'en tout cas, j'écrirais quelque chose de plus petit et c'est comme si je n'aurais pas fait l'écriture et c'est déjà écrasé. OK? Voilà, ça, c'est l'idée de l'écriture. Et voyons la lecture, pourquoi ça ne peut pas terminer. Prochaine étape. Ah oui, non, pardon. D'abord, la complexité. Pardon, je peux voir la slide d'après, excuse-moi. Il manque un slide. Bon, on recule, c'est pas grave. OK. Je vous donne l'intuition pourquoi la lecture ne peut pas terminer. Parce que ce qu'on a dit, c'est, probablement, j'ai la slide d'après, ce qu'on a dit, c'est qu'est-ce qu'elle fait la lecture? Elle parcourt, pas forcément en commençant par les débuts, parce qu'elle garde un peu de trace de ce qu'il a, les processus, de ce qu'il a fait avant. Mais elle parcourt les switches jusqu'à quand elle ne trouve pas un 0. Et les problèmes, c'est que s'il y a toujours des écritures qui sont en route, elle ne pourrait jamais trouver un 0. Et du coup, elle pourrait continuer à poursuivre des écritures en lisant toujours un retard comparé à quand ces écritures, essentiellement, on fait des mises à jour. Et la lecture ne retournerait jamais une valeur. Okay? On va voir après comment on peut résoudre ça. Pour l'instant, on peut... on avance. OK. Pardon, Nathanaël, est-ce que tu peux regarder avant s'il y a les autres encore? Ah voilà, le wait flag. Bon, OK, après, je vais vous dire après. Hop. OK, voyons pourquoi on a cette complexité polylogarithmique. Alors, chaque opération write max, qu'est-ce qu'elle fait? Essentiellement, elle fait au plus une opération write max sur un registre sur un registre max borné. C'est d'accord? On a vu tout simplement, je fais des calculs locaux, je calcule quel est les registres, l'indice du max register que je dois accéder, quelle est la valeur que je dois aller écrire sur ce max register. Ça, c'est tout local. Je ne le compte pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que je compte, c'est les accès à la mémoire partagée. Quel est l'accès qu'on fait dans cet algo à la mémoire partagée? C'est quand j'écris ou je lis sur mes registres max bornés ou sur les switches. L'écriture est fait essentiellement une seule écriture. Une écriture non bornée fait seulement une écriture sur un registre borné, une fois qu'il l'a trouvé. Ça nous coûte un grand taux de log m, où m est la valeur max qu'on peut écrire, m-1, la valeur max qu'on peut écrire sur ces registres bornés. OK? Une lecture performe et essentiellement, une fois que j'ai trouvé les registres, j'ai fait une seule lecture sur les max register correspondants qui n'est pas obsolète. Ce qui nous embête un peu, c'est l'effet que je poursuis, c'est que je dois trouver essentiellement ces max register non obsolètes. Okay, combien d'opérations, combien de pas de calculs. Chaque fois que je lis un switch, je le trouve obsolète, ça me compte un pas de calcul.
OK. Alors, c'est un peu des calculs pour l'écriture, pour le mettre obsolète, effectivement. C'est-à-dire, l'écriture, il fait son logem sur le maxi-register et au plus sympa pour mettre un nombre constant de pas pour rendre obsolète les switches. Et par contre, je pourrais avoir que la lecture poursuit plusieurs switches, comme je suis sûre que j'arrive à mon login. Et bien, un peu la clé de la preuve sur la complexité, c'est notre hypothèse que les incrémentations qu'on fait sur les max registers, les écritures sont toujours bornées par n. Si j'écris une valeur, il existait déjà dans les registres une valeur qui était à distance n, disons, de la valeur courante que je suis en train d'écrire. Et en considérant m supérieur ou égal à n carré, ça nous donne que pour chaque registre qui est obsolète, je pourrais avoir n-1 lecture, effectivement, qui font, pour chaque registre obsolète, qui font l'aire de lecture du switch obsolète. Donc, ils sont n-n lectures. Du coup, j'ai n-n pas des calculs. Et ça se répète pour tous les switches obsolètes potentiellement. Mais la chose importante, c'est que si j'ai un registre borné obsolète, ça veut dire qu'on a fait au moins n écritures on a fait au moins n écritures pour les rendre obsolètes. Et du coup, ça nous ramène essentiellement à une constante. Et vu que M, du coup, essentiellement, ce qui compte, c'est vraiment seulement pas des calculs faits pour effectuer les write max et les read max, et que c'est le logem. Et vu que notre M est égal à n carré, dans notre cas, OK, pour avoir notre correction, pour que tout ça marche, et bien, on a que la complexité amortie et un grand taux de logem pour les max registers non bornés. OK, j'avance sur l'explication de comment les rendre weight-free. Prochaine slide. Je ne sais plus combien de temps ça me reste. J'ai fait un peu de bazar. Ah oui, et du coup, maintenant, on prend notre max register. Après, on prend notre nouvelle boîte orange et on la colle, on la remplace aux boîtes orange de l'algorithme de ASP.NET, ATIA et Sensor. On a essentiellement la même construction, mais maintenant, on a une complexité amortie en log square de n. OK. Prochain, voyons comment ça va devenir weight-free. On a dit essentiellement que les problèmes, c'est qu'il y a une lecture qui pourrait poursuivre un processus qui fait, ça n'arrête pas de faire des écritures et de nous mettre à jour, du coup, de rendre tout obsolète, des écritures des valeurs de plus en plus grandes et va du coup rendre obsolète tous les switches pendant que la lecture les lise. L'idée, c'est un grand classique, c'est de dire qui change l'état de l'objet et du coup qui pourrait d'une certaine manière empêcher les autres de terminer, il va faire le travail pour ces potentiels lecteurs. Essentiellement, le write max, avant de rendre obsolète un registre, un max register borné, il va lire sa valeur, il va calculer quelle est la valeur courante du registre de haut niveau et il va la mettre quelque part de manière que les lecteurs à notre processus qui fait des read max n'arrivent pas à terminer, il va récupérer, il va trouver cette valeur que quelqu'un a lu à sa place et lui a laissé, et il peut terminer en utilisant cette valeur. Ça s'appelle un mécanisme de helping et c'est très largement utilisé justement pour implémenter des objets weight-free. Prochaine slide. Et voilà, bon, ça c'est l'idée de comment on va l'implémenter et surtout on va l'implémenter tout en restant dans la bonne complexité. Du coup, c'est très simple, on ajoute un tableau de n cases.
ou de N registres où chaque registre est accédé par un des processus selon son identifiant. Et chaque processus, quand il va laisser la valeur, il va mettre aussi un timestamp. Il va écrire aussi un timestamp local à lui. C'est la première fois que j'écris dans ces registres, la deuxième, etc., etc. De manière que les lecteurs, essentiellement, quand on va lire, quand il voit, je fais un read max, je n'arrive pas à terminer, je fais n pas des calculs, je n'ai pas encore réussi à terminer, eh bien, je fais d'autres n pas des calculs pour lire ces grandes tâches, ces registres H, grandes tâches, il faut voir si quelqu'un m'a laissé des valeurs. Mais je ne peux pas prendre n'importe quelle valeur parce que ça doit être une valeur qui a été, qui doit être linéarisable. Ça ne doit pas être une valeur trop vieille. Et du coup, pour me rendre compte de ça, j'utilise effectivement les numéros de séquences. Il y a ces numéros de séquence et valeurs, les numéros de séquence laissés par les processus. Et si je vois qu'essentiellement, ces numéros de séquence a changé, je lis 2 fois des valeurs par un processus qui ont changé de numéro de séquence, je sais que cette écriture a été faite dans mon intervalle d'exécution de la lecture. Et du coup, c'est bon, je peux la prendre, je serai linéarisable. Et c'est ce qu'il va faire. Il récupère cette valeur. Et forcément, s'il y a un processus qui continue à écrire, eh bien, forcément, son numéro de séquence va augmenter. Et forcément, à un moment donné, la valeur qui a laissée sera bonne pour la lecture qui n'arrive pas à terminer. Donc, cette fameux intervalle bleu, c'est grandi, c'est grandi, c'est grandi. OK, mais ce n'est pas infini. Et pourquoi on reste dans la bonne complexité? Parce qu'essentiellement, l'électeur va faire un n pas des calculs de plus chaque fois qu'il a fait n pas des calculs à lui-même. OK? Et du coup, tout simplement, on ajoute un facteur 2 dans notre complexité et tout reste bon. Prochain slide, s'il te plaît. Voilà, j'arrive à la fin. On a, du coup, qu'est-ce que je vous ai présenté? Je vous ai présenté les premiers compteurs weight free et linéarisables qui est implémenté en utilisant seulement des registres. Ça veut dire des mouvements, on peut lire, écrire. Et les premiers qui a une complexité amortie sublinéaire. Et il existe une lower bound sur la complexité amortie de plusieurs objets, y compris les compteurs, présenté par Tia et Handler en 2010. Et essentiellement, disons, on n'est pas trop loin des... pas un grand gap entre la lower bound et notre upper bound. On ne sait pas s'il est borné. Et la chose intéressante, c'est qu'on a l'année d'après, on a montré le même résultat. Essentiellement, on a pour un autre objet qui est les snapshots. Et on a trouvé une complexité polylogarithmique. On a les mêmes gaps. Et on ne sait pas si déjà on peut généraliser notre technique. Et on ne sait pas si effectivement on peut on peut faire mieux que ça. Voilà, je m'arrête ici, après tous les bazars des slides. Si vous avez des questions. Merci Alessia. Est-ce qu'il y a en effet des questions? Sachez qu'on est un peu en retard, donc si voilà, une de questions. Emmanuel, qui a levé la main. Oui, une petite question sur d'autres structures de données qui pourraient supporter ce type d'algorithme. Si on pense à des choses, des objets plus compliqués, quel est un peu l'équivalent de l'opération max, je sais pas, des données structurées sous forme d'arbre ou des choses comme ça? C'est simple à étendre? Attends, je n'ai pas trop compris ta question. Répète, hein. Tu veux savoir quelle est la... Ben là, on a travaillé sur un compteur qui est un objet relativement simple, même si fondamental. Si on prend des choses plus compliquées qu'on voudrait modifier de la même manière, notamment des structures qui supportent un peu ces accès concurrents, ce serait quoi l'équivalent de, je sais pas, de fusion d'arbres ou de max dans ces cadres-là? Comment ça se...
D'une certaine manière, le max, c'est la fusion de deux valeurs sur un compteur qui incrémente toujours. Et qu'est-ce qui existe comme autre opération de fusion qui passerait bien sur votre algorithme, si vous avez déjà regardé ça? Non, on n'a pas regardé ça. Quel type de... C'est-à-dire, dans quel autre contexte on pourrait utiliser ces types de max pour implémenter d'autres objets plus complexes? Deux objets un petit peu plus complexes. Bon, on l'a fait pour les snapshots, ce n'était pas forcément Maxera et GSA qu'on a utilisé, mais ce n'était pas forcément le max, mais c'est toujours une espèce d'effusion. Parce que dans les snapshots, tu dois quand même fusionner plusieurs valeurs. Ça veut dire que tu dois avoir une vision globale de plusieurs valeurs. J'ai réfléchi, mais je ne trouve pas à la volée un objet plus complexe dans lequel on pourrait l'utiliser. Disons entre les deux, c'est qu'à partir du snapshot, en général, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, c'est juste savoir s'il y a des choses intermédiaires que vous auriez regardées. Non, je ne sais pas nécessairement. Mais après, la lower bound en soi de Giant vaut pour beaucoup, pour une large classe d'objets. Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Merci.